Merci Latefa. Salam alaikum pour tout le monde. C'est un plaisir de nous rencontrer une autre fois en direct, en live, après cette longue durée de confinement. Je remercie les membres du bureau de l'association RNP Médecins Publics de la région Rabat-Nord pour m'avoir invité à participer à cette journée. Et la dernière session de cette journée est consacrée à la tuberculose sous anti-TNF. Je sais que maintenant les anti-TNF sont d'usage fréquent, régulier, tous les jours pour tous les rhumatologues. Donc il est intéressant de discuter quelques problèmes posés par l'utilisation de ces thérapeutiques qui ont changé le pronostic de la prise en charge des rhumatismes inflammatoires chroniques qui, il y a plus d'une quinzaine d'années, étaient des formes vraiment sans issue avec les biothérapies, entre autres les anti-TNF. Actuellement, on a, alhamdoulilah, donc des moyens thérapeutiques pour faire face à ces formes sévères ou réfractaires. Tout d'abord, je pose la question à l'assistance. Est-ce qu'il y a parmi vous ceux qui ont déjà vécu le stress d'une tuberculose sous anti-TNF chez un malade suivi pour un rhumatisme inflammatoire chronique? Levez les mains ceux qui ont déjà eu des cas. Monsieur l'Iraqi, il a levé les deux mains. Donc, je pense que l'homme qui joue un décalage. Donc, il y a sûrement des médecins qui ont vécu ce stress. Et aujourd'hui, je souhaite partager avec vous l'expérience de la prise en charge de 2 patients qui ont eu une tuberculose sous anti-TNF. Donc, le premier cas, les deux, ce sont des hommes qui ont une spondylarthrite ankylosante. Le premier patient, c'est un homme de 45 ans, habitant Knetra, tabagique, et que je suis depuis 2007. Déjà, la première consultation en 2007, elle est venue avec un cliché, radio du bassin, déjà prothèse des deux hanches. Elle avait 31 ans, elle avait déjà une prothèse des deux hanches, sacroïlite, donc une fusion des sacroiliaques. Elle est venue en poussée sévère avec polyarthrite, des synovites des épaules, des genoux, des chevilles, des pieds, des coudes. Donc, en polysynovite, elle a également un psoriasis cutané, elle avait des rachialgies, des douleurs de la paroi thoracique antérieure. Elle était en échec de tous les anti-inflammatoires, voire même elle était en surdosage, en surutilisation de diclofenac. Elle avait déjà utilisé la salazopérine. Le premier bilan inflammatoire, VS à 118, CRP à 398, et c'était un jeune confiné dans sa chambre, déprimé, aucune issue. Donc d'emblée, l'indication anti-TNF ne posait pas problème. Infliximable, un bilan anti-TNF a été fait, entre autres le screening pour la tuberculose, avec tout le bilan qu'on demande sur le plan pulmonaire, bien sûr cardiaque, biologique. Il n'y avait pas de tuberculose latente. On a démarré les anti-TNF, l'infliximab. Et avec une réponse extraordinaire, une rémission totale sur le plan rhumatisme inflammatoire, sur le plan clinique. Et on a réduit les doses à 3 mg kilo. On a espacé les perfusions tous les 3 mois. Parfois, le malade venait même à 4 mois avec une petite poussée. Le malade est resté stable durant 10 ans, de 2007 à 2017. 2017, en mai, il a fait sa perfusion d'infliximab. Il avait un poids de 77 kg. Et entre mai et juillet, il y a eu un syndrome, donc une symptomatologie clinique, notamment une perte d'appétit, un amaigrissement, une asthénie. Donc le patient a été, donc il avait également une fièvre, des sueurs nocturnes, la toux, des épigastralgies. Vu à Knetra, on lui avait fait une radio du poumon, un scanner thoracique, il y avait des signes d'atteinte pulmonaire, d'adénopathie. Le pneumologue sur Knetra n'avait pas retenu le diagnostic de tuberculose, donc elle m'a appelé, venue sur Rabat, professeur Iraqi l'avait pris en charge, un liquide d'aspiration bronchique a été fait, BK positif, heureusement sensible au traitement. Le malade a reçu son traitement anti-tuberculeux, elle a démarré en juillet 2017, bien sûr, on avait arrêté l'infliximab.
L'évolution sur le plan tuberculose était favorable. Amélioration des signes cliniques, négativation de la recherche de BK. Par contre, sur le plan rhumatismal, c'est la nouvelle poussée. Nous avons vu que c'est une SPA sévère, poussée sévère. Donc, 4 mois après la dernière perfusion, c'est la poussée de la SPA avec des lombalgies inflammatoires, synovite des chevilles, douleur de l'épaule gauche, et en concertation, discussion avec professeur Araki, on a introduit l'étanercept, le récepteur, au lieu de l'anticorps. Malheureusement, l'amélioration était partielle pour l'étanercept. Et en janvier 2018, elle termine son traitement antituberculeux et elle était en poussée sévère de la SPA, même sous étanercept. Donc on a pris la décision de retourner vers l'infliximab et à l'époque c'était le biosimilaire, il est sous biosimilaire jusqu'à présent. Donc tous les 2 mois au début, puis espacement tous les 3 mois et réduction des doses. La dernière perfusion chez ce patient d'infliximab a eu lieu le mois de mars 2022, c'est-à-dire 4 ans après la prise en charge de sa tuberculose. Elle est stable et la crainte principale du malade, c'est d'être obligé d'arrêter les anti-TNF. Donc, il n'a pas peur de la tuberculose, mais il a peur plus d'arrêter les anti-TNF parce qu'il vit une souffrance très importante. Donc, chez ce patient, le risque de tuberculose est survenu plusieurs années, 10 ans, après 10 ans d'utilisation des anti-TNF. Donc, méfiance. La tuberculose, c'est pas uniquement la réactivation de la tuberculose latente, mais ça peut survenir à n'importe quelle période de l'évolution de la maladie. Et c'est très important l'information du patient parce que le malade était et ça, il connaissait le risque de la tuberculose et on est parti vers pousser les explorations pour asseoir le diagnostic et prendre en charge l'infection ou bien l'effet secondaire. Le deuxième cas, c'est différent. Le deuxième cas, c'est une forme sérieuse. C'est un jeune de 27 ans, Doksal Kbir, travaillé à Tanger. Il a une thalassémie mineure. Je le suis depuis 2013. Elle avait 18 ans. Elle avait une spondylarthrite ankylosante modérée, axiale, anthésique, avec des rachialgies, fessalgies, thalalgies, une raideur minime au niveau lombaire, une discrète tendance à la syphose dorsale, déjà en 2013. Mais sur le plan biologique, il n'y avait pas de syndrome inflammatoire. La radio du bassin a objectivé une sacroïlite bilatérale et le B27 était présent chez ce patient. C'est un malade qui était sensible aux anti-inflammatoires, notamment diclofenac. D'ailleurs, entre 2013 et 2016, perdu de vue, et elle était en automédication. Donc, il prenait du diclofenac, dose variable selon l'intensité des symptômes. Revient me voir en août 2016. Août 2016, échappement aux anti-inflammatoires non stéroïdiens. Elle avait un début de douleur inguinale avec donc douleur à la mobilisation des hanches. La VS était à 58, la CRP à 70. On a essayé de changer des anti-inflammatoires sans résultat. Et en janvier 2017, elle était en poussée sévère de sa SPA avec une CRP à 105. Le bilan anti-TNF, donc l'indication des anti-TNF était posée. Bilan anti-TNF était négatif, biologique, cardiovasculaire, pulmonaire, il n'y avait pas de tuberculose latente. Et j'ai commencé chez lui l'étanercept depuis février 2017 avec une réponse très favorable, une rémission totale de sa maladie. La VS a chuté à 17, la CRP à 4. On a essayé d'espacer les injections entre 5 et 10 selon l'intensité des symptômes et l'état du malade. Entre 2017 et 2021, elle était stable. Il y avait un seul élément. Parfois, il y a une rémission totale, parfois des poussées minimes, mais il faisait des infections à répétition. Parfois gastroentérite, parfois pharyngite, qui est prise sur place par des médecins spécialistes, par un traitement antibiotique adapté. Malade averti qu'il faut traiter toute infection survenant sous traitement. Janvier 2021, je le vois avec une poussée modérée de sa SPA. Elle était sous une injection par semaine d'étanercept. Elle avait une pharyngite sans autres symptômes. La VS était à 35, la CRP à 62, donc prise en charge de la pharyngite. Et par la suite, passé à 2 injections par semaine d'étanercept, puis malade non revu. Il m'appelle en mars 2021 me dire
professeur, j'ai attrapé la Covid. Et je suis pris en charge par un médecin. C'était un médecin interniste à Tanger qui l'a pris en charge. Donc, elle avait de la fièvre, elle avait des céphalées, de la toux. Sur le bilan, j'ai retrouvé des dédimères qui étaient élevés, a posteriori, et on l'avait mis sous traitement au complet de la Covid. Antibiothérapie, forte antibiothérapie, corticoïdes 60 mg, puis 40 mg qu'il a pris durant 20 jours, anticoagulant. Et sur le dossier, postérieurement, je n'ai pas trouvé de recherche de PCR ni de radio de poumon. Il y avait une amélioration transitoire de ces symptômes, puis m'appelle pour me dire « J'ai toujours de la fièvre, je ne suis pas bien ». À ce moment-là, je lui demande de venir sur Rabat. Je l'ai vue en avril 2021. Elle avait une fièvre, des céphalées, de la toux. Elle a perdu 18 kilos entre janvier et avril. Donc une perte de poids. Donc c'est clair, ce n'était pas la Covid. Je l'ai adressé au professeur Al-Araqi, radio de poumon, c'était miliaire tuberculose. La recherche de BK, c'était positif, heureusement, BK sensible. Traitement antituberculeux commencé en avril 2021. L'évolution a été marquée par des incidents en cours de route. Nous sommes devant une tuberculose diffuse. Elle a été prise en charge par traitement antituberculeux, mais un mois plus tard, il m'appelle « Docteur, j'ai des céphalées intenses, jour et nuit ». Je lui demande de retourner sur Rabat. On a fait une IRM cérébrale et il y avait donc des nodules cérébraux, fosse postérieure, signalant les micro-abcès cérébraux. Donc, hospitalisé à l'hôpital de Moulay Abdellah, physio, on a ajouté les corticoïdes par voie orale, bien sûr en association avec son traitement anti-tuberculeux, avec amélioration progressive des céphalées. Sort mois de juin et m'appelle. Professeur, je n'arrive pas à marcher correctement. J'ai une faiblesse au membre inférieur. Je me fatigue rapidement. Retour sur Rabat. On fait une IRM médulaire et c'était des abcès intramédulaires de tuberculose. Donc c'était une myélite tuberculose. Discussion multidisciplinaire, neurologue, neurochirurgien, physio, rhumato, et l'indication était de renforcer le traitement par corticoïdes, passage à la voie intraveineuse avec une amélioration progressive du déficit au membre inférieur, une récupération presque totale je peux dire totale. Il n'y a pas actuellement de déficit au membre inférieur. Par contre, ce patient, entre-temps, il a fait une retention d'urine. Sondé par l'urologue, puis chaque 15 jours, contrôle, re-sondage, puisqu'il garde toujours sa retention d'urine. Et je l'adresse au professeur Qarqouri pour une analyse de ce problème de retention d'urine et une prise en charge thérapeutique. Je lui laisse le soin pour nous parler de cette expérience que je trouve intéressante à partager avec vous. Donc, là, on est maintenant à 1 an de suivi. Il vient de terminer son traitement antituberculeux qu'il a arrêté, BK positif. Elle est sous une petite dose de corticoïdes plus paracétamol. Moi, ce patient, je ne l'ai pas vu depuis 1 an, depuis avril 2021. Donc, mais je suis en contact avec lui au téléphone. Quand je lui pose la question sur le plan rhumatologique, il me dit شوية لاباس حسن من قبل. Donc, méfions-nous du terme labès حسن من قبل. Parce que là, il fait une comparaison avec tout ce qu'il a vécu sur le plan neurologique et la pathologie rhumatismale. Donc, le mois d'avril, je lui impose de venir pour faire une évaluation de l'atteinte et j'étais malheureusement très désagréablement surprise par l'évolution rapide de la SPA. Elle est rentrée en salle de consultation comme s'il a évolué 5 à 10 ans. Comme si la SPA a évolué 5 à 10 ans, venue en syphose dorsale, en flexion de hanche, avec une canne. Un jeune de 27 ans. Il avait des rachis dorso-lombaires, avec une raideur lombaire très importante, syphose dorsale, douleur inguinale, surtout la hanche gauche, avec un début de frisson au niveau de la hanche gauche, une limitation douloureuse des mouvements. La CRP est à 48. La radio du bassin, heureusement, il n'y a pas de pincement au niveau des coxofémorales, discret pincement au niveau de la hanche gauche. Et là, on est devant une forme sérieuse, une forme sévère, diffuse, de tuberculose, survenue 4 ans après
utilisation de l'étanercept, qui est censé en principe être donnant moins de tuberculose que l'anticorps. Survenu 4 ans après l'étanercept, elle est actuellement en poussée sévère de la SPA. La crainte principale de ce malade, ce n'est pas la poussée de la SPA, mais c'est de refaire ou bien de voir une rechute de tuberculose. Donc, que faire chez ce patient? Reprendre l'étanercept alors qu'il a fait la tuberculose sous étanercept, changer d'anti-TNF ou bien passer à une autre molécule, notamment l'anti-IL-17. Donc, nous avons 2 observations, 2 formes opposée de tuberculose sous anti-TNF. La première forme modérée, évolution favorable, reprise des anti-TNF, 4 ans de recul sans problème. La deuxième forme, c'est une forme sévère. Les 2 malades sont jeunes. Ils n'ont pas de facteur d'immunosuppression. La survenue de la tuberculose a eu lieu plusieurs années après avoir donc utilisé les anti-TNF. Et le dépistage a été fait correctement chez les deux malades et on ne peut pas trancher ce que c'est une réactivation ou la tuberculose exogène, mais fort probable c'est une forme de tuberculose exogène attrapée en cours de route. Donc le risque de tuberculose sous anti-TNF est sûr, elle est là, elle a été donc retenue par toutes les études. Et c'est un risque qui est quand même sérieux, puisque selon Kean, qui a rapporté les premiers cas de tuberculose sous anti-TNF en 2001, il y a 10%, un malade sur 10 meurt à cause de sa tuberculose. Cette tuberculose survient précocement dans les 6 premiers mois, le plus souvent pour l'infliximab, c'est-à-dire en rapport très probablement avec une réactivation de la tuberculose latente. Dans plus de la moitié des cas, c'est des formes extracellulaires. Un malade sur 4 fait une forme diffuse et un malade sur 10 décède à cause de la tuberculose. Tous les anti-TNF peuvent exposer à ce risque, même si l'étanercept, selon les études, expose moins au risque de tuberculose. Le registre de la British Society of Rheumatology montre que le risque le plus important est avec ADA, infliximab, étanercept moindre, et bien sûr par rapport au traitement de fond, c'est moins que les traitements, les biologiques. Depuis 2003, donc toutes les sociétés savantes ont émis des recommandations pour le dépistage de la tuberculose latente et la prise en charge correcte. Donc l'incidence de la tuberculose a chuté de 80% par rapport aux malades qui étaient sous biothérapie avant 2003. Cliniquement, selon Kean, donc il faut se méfier des signes. Donc nous, en tant que rhumatologues, nous prenons malade les patients sous anti-TNF, nous devons être très très sensibles aux signes de la tuberculose que nous avons déjà vus et revus à toutes les étapes des études médicales et de l'expérience quotidienne. Faisons attention à l'asthénie, à l'amaigrissement. La surveillance du poids entre consultations est très important. Tout amaigrissement non expliqué doit attirer l'attention. Faisons attention à la fièvre et apprenons à nos malades d'avoir un thermomètre et de mesurer la température. Les sueurs nocturnes, l'anorexie et bien sûr les signes d'atteinte extrapulmonaire, notamment d'atteinte d'autres organes, notamment pulmonaires, la dyspnée, l'hémoptysie et la toux. Les recommandations récemment publiées de la Société marocaine de rhumatologie, elles sont vraiment très intéressantes, très bien faites. Elles répondent à toutes les questions posées en pratique courante. Donc, les 2 cas que nous avons vécus, c'est des tuberculoses survenues après plusieurs années d'utilisation des anti-TNF, et on se pose en tant que praticien la question: quelles précautions prendre pour prévenir dans les meilleures situations la survenue de tuberculose, ou réduire ce risque, ou enfin donc dans les situations où la tuberculose est là, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire un diagnostic précoce et traiter rapidement avant la survenue de complications. Faisons également attention au syndrome inflammatoire biologique non expliqué
On peut avoir des malades en rémission de leur rhumatisme inflammatoire chronique, mais avec une VS, une CRP légèrement élevée. Eh ben, dans ces cas-là, il faut se poser la question, est-ce qu'il n'a pas d'infection ou une autre pathologie sous-jacente? Faisons attention aux facteurs de risque, et notamment les zones de forte incidence. Et nous avons la région Tétouan, Tanger, Hossima, notamment Tanger, et les zones à Tanger, là où il y a la plus forte incidence. Notre premier patient, le deuxième patient était entre Al-Qasr al-Kbir et Tanger. La région Rabat, Salé, Knitra, et notamment des zones à Salé et à Knitra. Et le premier patient était originaire de Knitra. Faisons également attention aux personnes à risque exposées, personnel de l'hôpital, les malades qui ont d'autres facteurs d'immunodépression. La publication des données concernant le registre de la Société marocaine de rhumatologie, concernant 259 patients, le screening chez ces 259 patients avant de prendre la biothérapie a retrouvé une prévalence de la tuberculose latente de 21%. C'est-à-dire, un malade sur 5 a déjà une tuberculose latente. C'est surtout les SPA. La SPA a 24%, 25%, c'est-à-dire un malade sur 4 SPA a une tuberculose latente avant de commencer son traitement anti-TNF. Et à peu près 16% pour les PR. Et chez ces patients, on se pose la question, quelle biothérapie proposer? Les malades qui ont une tuberculose latente, ceux qui ont des facteurs de risque de tuberculose latente, est-ce qu'il faut proposer l'anti-TNF ou bien proposer d'autres thérapeutiques? Plusieurs méta-analyses ont cherché ce risque de tuberculose sous biothérapie autre que les anti-TNF et il semble que le risque est élevé avec l'anti-TNF, on le connaît, également les anti-JAK, mais le risque est très faible, non retrouvé avec le Rétux, les anti-L6, 17, 23, après Milaste. Donc le risque là, elle est faible. Donc on se pose la question, chez ces malades à risque, qu'est-ce qu'il faut faire? Donner un anti-TNF ou bien proposer d'autres biothérapies. Et là, c'est une discussion entre nous pour choisir la meilleure option. Pour mon deuxième malade qui a eu la tuberculose diffuse, il est actuellement en poussée. Personnellement, j'opte pour l'anti-IL-17 elle a déjà une forme sévère et elle était déjà sous anti-TNF récepteur etanercept. Donc, il me semble plus judicieux de passer à l'anti-IL-17. Je vous remercie.